Pendant qu'on a tous les yeux rivés sur l'oblast de Koursk, les opérations sur les fronts du sud-est de l'Ukraine sont passées un peu sous le radar. Et pourtant, les Ukrainiens ont réussi à stopper, à tout le moins à endiguer l'avancée russe, qui était constante depuis l'automne 2023 et qui s'était accélérée à l'automne 2024. Et non seulement ils ont stoppé l'avancée russe, mais ils ont repris un certain nombre de zones autour de Pokrovsk et ils sont en passe de reprendre la ville de Toretsk. Alors, dans un contexte diplomatique de recherche de cessez-le-feu, est-ce qu'on est en train d'assister à un renversement de la situation sur ces fronts du sud-est? Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on regarde ces situations sur les fronts du sud-est et plus particulièrement la situation à Toretsk. Parce que évidemment, on se rappelle, les Russes ont annoncé il y a déjà un peu plus d'un mois la prise de Toretsk en utilisant le nom soviétique de Dzerzhinsk, donc d'après Félix Dzerzhinsky, le premier patron de la police politique, la Tchéka. Et il y a un peu plus d'un mois, effectivement, les Ukrainiens avaient été virés de la ville et ils ne tenaient plus que des quartiers périphériques ou des mines avec leurs terrils. Mais ces dernières semaines, on a plutôt vu un mouvement inverse, puisque les Ukrainiens sont revenus à la charge en attaquant depuis le nord et depuis le sud-ouest, en prenant en tenaille les Russes qui étaient déployés dans le centre-ville. Enfin, plutôt les ruines du centre-ville, puisque Toretsk a été quasi entièrement rasé, comme beaucoup d'autres villes auparavant. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'abris, il y a aussi beaucoup moins de ces grands bâtiments résidentiels qui avaient été utilisés pour exploiter les positions de hauteur au début de cette bataille et de cette guérilla urbaine. Sur ce terrain, les Ukrainiens, ils y vont fort avec des unités d'élite, notamment la 12e brigade spéciale d'Azov, qui a utilisé pour la première fois sur le champ de bataille des drones de fabrication ukrainienne 7. Ces drones, ils sont complètement automatisés, ils sont plus résistants au brouillage que d'autres modèles, ils sont petits, ils sont très maniables. Et on sait que ça donne des résultats assez mitigés, ces modèles de drones qui sont automatisés ou qui sont pilotés par des logiciels d'intelligence artificielle. Et vous avez sans doute vu que la dernière tendance russe et adaptée par les Ukrainiens, ce sont des drones qui sont reliés à leur point de départ par des câbles de fibre optique, donc comme ça leur permet de résister au brouillage. Mais là, sur ce terrain de Toretsk, les drones automatisés 7 et leur charge de 10 kg d'explosifs, ils ont produit des très bons résultats. Ce qui fait que les Russes, ils sont dans une position très délicate, très vulnérable pour le contrôle du centre-ville, et les Ukrainiens pourraient tout à fait les en chasser. Si jamais ça se fait, ça sera la première ville de taille moyenne que les Ukrainiens reprennent depuis la fin 2022. Il faut se rappeler qu'ils n'ont jamais remis les pieds à Bakhmut ou encore à Avdiivka. Quand je dis ça, évidemment, ça n'est pas par excès d'optimisme, ça n'est pas encore fait, et dans le coin, il y a aussi la ville fortifiée de Tchassifiar qui est de plus en plus sous le contrôle russe. Et là, pour le coup, les Ukrainiens ne mènent pas de contre-offensive avec autant de succès qu'à Toretsk, mais c'est quand même majeur puisque les Russes, ils ont lancé la bataille pour le contrôle de Toretsk il y a environ 7 mois, juste après la chute du verrou stratégique de New York, juste à côté, et 7 mois plus tard, après des pertes assez considérables, évidemment des deux côtés, les Russes seraient en passe de perdre leurs gains territoriaux dans la ville de Toretsk. Et il en va de même autour de Pokrovsk, où la manœuvre de contournement russe de la ville par le sud-ouest, elle s'est interrompue il y a quelques semaines, et depuis, on voit les Ukrainiens reprendre des villages et désenclaver Pokrovsk. Chaque village reconquis par les Ukrainiens peut tout aussi bien être repris par les Russes, mais dans un premier temps, ce va-et-vient, il annule les résultats des manœuvres russes qui ont été atteints au bout de longues semaines d'efforts colossaux. Et puis dans cette série de succès tactiques ukrainiens, il faut aussi mentionner un peu plus au nord, à Kupiansk, il y a eu quelques manœuvres pour désenclaver la ville de Kupiansk et pour réduire le saillant russe dans la région. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ce renversement de tendance sur ces fronts? On ne parle pas encore de renversement de situation, on ne parle pas encore d'inversion des courbes, c'est bien la Russie qui reste dans une position avantageuse sur ces terrains, mais les succès tactiques ukrainiens, ils sont quand même significatifs. Comme je l'ai dit, il y a la combinaison du déploiement de troupes d'élite et d'innovations techniques et technologiques, et on voit aussi un peu partout sur les fronts les résultats de la réorganisation des forces armées qui a été impulsée notamment par le général Mikhailo Drapati, j'en avais déjà parlé ici. Il y a aussi eu une accélération des travaux de fortification du côté ukrainien. Ça, les Ukrainiens ont été à la peine pendant très longtemps, mais là, ils ont mis les bouchées doubles et évidemment, c'est quelque chose qui complique les manœuvres russes. Et vous le voyez très bien sur cette carte, toutes les fortifications en bleu ciel qui ont été construites depuis janvier 2025. Et puis, il y a aussi qu'on sent que l'effort offensif russe, il culmine. Ce qui est tout à fait normal puisque c'est très difficile de maintenir un tel effort offensif pendant des mois et des mois.
Mais ensuite, la question se pose sur les raisons. Est-ce qu'il culmine par manque de ressources humaines et par manque de moyens techniques, par manque d'armement? Est-ce qu'il peut être relancé? Ou alors, est-ce que c'est tout simplement à cause du contexte géopolitique et diplomatique? Peut-être que depuis le 20 janvier et le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les Russes estiment tout simplement qu'ils peuvent obtenir par le dialogue avec Donald Trump des résultats qui sont très difficiles à obtenir sur le terrain. Et ça expliquerait en partie le fait que l'effort offensif, il s'est relâché sur les fronts du Sud-Est, alors que l'effort, il s'est accentué dans l'oblast de Koursk pour reprendre toutes les positions ukrainiennes sur les territoires russes. Puisque ça permettrait au Kremlin d'entrer dans un éventuel accord de cessez-le-feu et dans des négociations ultérieures dans une position où ils n'ont plus de position ukrainienne sur leur territoire, et de tenter d'obtenir par la voie diplomatique la conquête de territoires que la Russie considère comme siens, puisque Vladimir Poutine a annexé sur le papier ces territoires en 2022, et ça c'est envisageable compte tenu de l'attitude tout à fait conciliante de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine. La question des territoires, elle a été abordée la semaine dernière dans les discussions entre une délégation américaine et une délégation ukrainienne en Arabie Saoudite. Mais les Ukrainiens sont sans doute peu enclins à laisser tomber ces territoires dans le cadre de négociations, et c'est très visible par rapport à ce qui se passe sur le terrain, puisque pourquoi est-ce que les Ukrainiens seraient à l'offensive si jamais ils ont déjà intégré le fait qu'ils allaient perdre ces territoires dans le cadre d'une négociation. En plus de ça, les Ukrainiens, ils viennent tout juste de perdre Soudja et une bonne partie de la portion de territoire russe qu'ils contrôlaient dans l'oblast de Koursk. Ça, on le savait depuis déjà plusieurs jours, mais les Ukrainiens viennent tout juste de faire une annonce officielle comme quoi ils s'étaient retirés de Soudja. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce qu'ils se résorbent intégralement. Regardez cette carte, on a une position ukrainienne qui est ici, on a une position russe qui est ici, et en fait on voit que ce sont des positions stratégiques qui ne respectent pas forcément les démarcations des frontières, et donc il est tout à fait possible que l'Ukraine conserve quelques bouts de campagne en territoire russe, mais ça ne changera plus rien au cours de la guerre. Les Ukrainiens, ils ont été lâchés par les Américains et ils ont perdu Koursk. Les deux sont intimement liés, puisque c'est à partir du moment où l'administration Trump a signifié à Kiev que Koursk ne serait pas pris en compte dans des négociations que l'effort offensif s'est accentué dans le Donbass. Là-dessus, il y a une grosse responsabilité politique de Volodymyr Zelensky et de son équipe, et j'ai par exemple entendu le journaliste militaire ukrainien Yuri Boutoussov dire que l'évacuation de Koursk aurait dû être menée depuis déjà la fin janvier, quand les Ukrainiens ont compris qu'ils n'arriveraient pas à en retirer grand-chose. Mais pour l'instant, Volodymyr Zelensky, il fait bonne figure et il assure que Koursk, c'est mission accomplie et c'était un succès stratégique. Mais évidemment que non, c'est un échec et les Ukrainiens n'en ont absolument rien retiré. Ça, on en tirera les conclusions une fois que la poussière sera retombée et une fois que la situation se sera stabilisée. Pour l'instant, les Ukrainiens, ils doivent déjà s'assurer que les Russes ne vont pas chercher à déborder dans l'oblast de Soumy, mais le journaliste ukrainien Yuri Boutoussov, encore lui, il ne voit pas de signe que les Russes sont en position de déborder dans l'oblast de Soumy, puisqu'il y a quand même des lignes de fortification ukrainiennes qui sont assez denses. Et dans le même temps, les Ukrainiens tentent de reprendre le plus de localités possible sur les fronts de l'Est pour arriver dans une position la plus avantageuse possible, ou en tout cas la plus défendable possible, pour leur donner des arguments dans la séquence diplomatique actuelle. Et sur ce plan-là, ça se passe relativement bien, puisqu'ils sont en passe de reprendre Toretsk et de désenclaver Pokrovsk. Mais la grande question, c'est de savoir si effectivement ces succès tactiques, ils vont être pris en compte quand les négociateurs ukrainiens se confronteront aux négociateurs russes et évidemment aux négociateurs américains. Voilà, je m'arrête ici, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, c'est important. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.